Merci à notre partenaire, Fonds FMQ. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit la docteure Larocque. Oui. Mais avant de faire le podcast, on va se craquer la canette de public. La saveur, c'est orange gingembre. Puis dans le fond, on peut la nouveau, boire... ça? Je connais pas ça, moi. C'est nouveau, oui, Café depuis glacé. quelques mois. Puis dans le fond, on peut le boire soit comme ça, ou là, je nous ai servi du Perrier. Dans Ça un se verre. mixe dans le Perrier. Ouais. Ah, pour vrai? Ouais, exact. Puis ça fait... c'est vraiment léger. Oh! Et là, j'en ai plein sur mon ordi. Puis moi, je suis super empotée puis je suis pas capable de l'ouvrir. Mais là, Dans je vais y mon goûter de même tout seul. Ouais, absolument. Ouais, est-ce que je peux goûter dans ta canette? Oui, Ok. absolument. C'est bon. Non, c'est vrai, ça goûte un petit peu l'orange. Oh my god, c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Je pensais honnêtement. pas que ça allait En fait, goûter là, ça. je viens de le diluer, mais je regrette quasiment d'avoir dilué. Mais bon, c'est correct. Et c'est caféiné. Ah, c'est très bon. Et c'est Sérieusement, excellent. très bon. Puis c'est pas sucré. Moi, j'aime ça que ce soit pas sucré. Ouais, puis vous pouvez le mélanger avec de l'alcool, puis... Ah ouais? Ouais, c'est... Genre tu en peux mode faire- espresso martini, mais orange gingembre. Exact, tu peux tout faire T'as le avec. droit. Fait que c'est la petite capsule publique. D'autres saveurs? Pas encore, mais ça s'en vient. Vous me réinviterez je- quand il y aura une prochaine saveur. Parfait. À chaque saveur. À chaque saveur, vous revenez. Yes. Mais je suis pas in liberty to say. Ah, tu sais quoi quoi? la Mais t'as le prochaine? scoop? J'ai le scoop, je peux pas parler, sinon... OK. Ok. Ça sort bientôt. OK. OK. Cool. Bon, là, c'est beau, là. Là, c'est beau, le café. Parlons de moi, alors arrêtons de parler de café. Oui. Parfait, on y va. Donc, Docteur Larocque, Oui. bienvenue Oui. au podcast Merci. Omnipod. Merci. Est-ce que vous voulez nous parler un peu de vous? Ben certainement. Premièrement, je m'appelle Amélie, pas toujours Docteur Larocque. Puis, ouais, fait que moi, je m'appelle Amélie, je suis médecin de famille, j'ai 45 ans, j'ai aussi 3 enfants. Et puis, j'adore mon travail, qui prend beaucoup de place dans ma vie, parce que c'est ça, une carrière en médecine, mais une place à qui j'ai laissé la place, parce qu'il faut croire qu'on aime ça quand même. J'ai fait ma médecine à Montréal, à l'Université de Montréal, comme vous, mesdames, et j'ai gradué de ma résidence en 2008. Et donc, ça fait 18 ans que j'ai gradué, et j'ai fait ma résidence à Verdun. À l'endroit même où je travaille, à l'UMF de Verdun, l'unité de médecine familiale. J'ai fait ma résidence là-bas et depuis ce temps-là, je suis restée là-bas. Je fais toutes mes activités là-bas, dont beaucoup d'enseignement. Et je fais du bureau de suivi général, une clientèle variée de pédiatrie âgée, mais surtout personnes âgées, clientèle assez lourde, là, des problèmes de santé qu'on dit vulnérables là, dans les codes de vulnérabilité de la RAMQ. Là. Fait que des patients assez lourds dans ma clientèle. Puis je travaille avec des IPS aussi, des infirmières praticiennes spécialisées. Puis je fais de l'enseignement donc dans le bureau des résidents du sans rendez-vous, mais particulièrement à une clinique de santé des femmes au sein de notre unité de médecine familiale. Moi, je suis la responsable de cette clinique-là. J'en fais depuis le tout début de ma pratique, fait que ça fait quand même quelques années. Et j'ai fait des avortements, des interruptions volontaires de grossesse de premier trimestre pendant à peu près 10-11 ans. J'ai arrêté en fait avec la pandémie. Là. Il y avait comme trop d'affaires à s'occuper d'eux. Et c'était la chose qui a été comme plus facile à couper, je dirais, qu'un suivi avec du bureau ou des choses comme ça. Là. Fait qu'à ce moment-là, j'ai arrêté de faire ça, puis j'ai pas repris parce qu'on dirait que le reste a pris toute la place. Fait que c'est pas parce que j'aimais pas ça, dans le sens, mais à un moment donné, il faut faire des choix. Donc là, je fais plus d'IVG maintenant. Fait en gros, c'est ça ma vie. Très intéressant. Un beau parcours. Merci. Ben, on peut commencer par le fait que vous avez dit que vous êtes maman de 3 enfants. C'est comment, justement, gérer cet équilibre-là d'être maman, d'être une femme, avec toutes les responsabilités avec lesquelles ça vient, puis gérer la médecine en plus de ça? Ah, 2 doigts dans le nez. Non. C'est un beau défi, hein, quand même, un défi. Là, maintenant, mes enfants sont beaucoup plus vieux, là, parce que moi, j'ai fait le choix d'avoir mes enfants quand même jeunes. Ben, j'avais la chance aussi, j'étais rendue là dans ma vie, j'avais un magnifique conjoint que j'ai toujours. Alors, ça faisait que ça fitait dans ma vie, bien sûr, mais fait que j'ai eu ma première fille, moi, quand j'étais résidente. OK. Faut se ramener à l'époque, parce que je suis pas si vieille, mais c'est quand même un peu plus vieille que vous. Et à l'époque, les médecins, aussi fou que ça peut paraître maintenant, là, on n'a pas le droit au congé parental. OK? On est les travailleurs autonomes, en fait, pas juste les médecins. Les travailleurs autonomes n'avaient pas le RQAP, là, je ne sais pas si vous connaissez un peu le régime québécois d'assurance parentale, là, pour le congé
maternité, finalement, là, payé par l'État. Quand tu étais travailleur autonome, tu n'avais pas le droit à ça. Donc, la loi a changé, puis les travailleurs autonomes sont devenus inclus dans le RQAP. Fait que, à ce moment-là, mes autres enfants, j'ai pu les avoir après la résidence, puis j'ai eu quand même droit à un congé de maternité, là. Mais il reste quand même que, tu sais, c'est une affaire, je trouve qu'on parle pas beaucoup, là, mais tu sais, quand tu as 2, 3 enfants, j'ai même des collègues qui en ont 4, faire 4 congés de maternité, là, ça brise quelque chose dans ton beat professionnel. Hein? Puis, tu sais, ça, ce sera pour toujours, c'est les femmes qui portent les bébés, pour maintenant, en tout cas, là. Fait que c'est quand même, ça porte sur les épaules des femmes beaucoup, là, de vivre ça. Puis c'est vrai que ça brise ton beat un peu. Puis ça, c'est sans parler aussi quand tu fais du suivi, tu sais, les patients, pas qu'ils te jugent, ils comprennent ça, mais ils ne te cachent pas leur désarroi quand ils voient que tu es enceinte. C'est comme, ah, vous êtes encore enceinte! Tu sais, puis qu'ils vont te perdre pendant 1 an. Tu sais, c'est pas accueilli comme, youpi, on est donc content pour vous par tout le monde, là, tu sais. Puis tu te sens coupable de ça. Puis après ça, tu mets cette charge-là sur tes collègues. Tu sais, encore à ce jour, là, moi, j'ai des jeunes collègues qui sont à l'âge d'avoir des bébés, puis quand ils partent en congé de maternité, là, sont obligés de se têter quelqu'un qui va checker leur labo, puis ils font ça. Il n'y a pas un mécanisme, là, qui fait ça pour eux, là. Fait que, tu sais, en plus de travailler temps plein, préparer la venue d'un nouveau bébé à la maison, ben, tu es en train de préparer toi-même ton congé de maternité pour dire, tu sais, comme, qui est-ce qui va... Puis là, tu vas quêter du monde que, tu sais, mais oui, moi, je le fais parce que, évidemment, je veux aider mes collègues, mais évidemment que je me cherche pas de la job, là. Puis quand ma collègue vient me dire qu'elle est enceinte, il y a une partie de mon cerveau qui fait « Ah, va falloir que je vois les labos pendant 1 an, tu sais. » Puis ça me fait plaisir de le faire après, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y a personne qui saute de joie. T'sais. Non, c'est sûr, c'est une charge de travail de plus. Fait que tu mets de la charge de travail de plus sur l'équipe. Ouais. Fait que bref, ta question n'était pas ça, mais j'ai dévié un petit peu. Ta question était, c'est comment d'avoir, mais ça part de là, tu comprends? Ça part dès ta maternité, dès les grossesses, c'est un choix. Puis il y a déjà une différence dans ta carrière entre entre ça puis quelqu'un, une femme ou un homme qui pourrait ne pas vouloir d'enfant ou un homme qui aurait des enfants mais qui serait pas responsable du congé parental. C'est quand même une différence, là, tu sais. Fait que ça part comme ça. Après ça, moi, j'ai eu une belle expérience. Là. Ça va bien. J'ai un mari... je dis mari, on n'est même pas mariés. Mais un conjoint... C'est votre mari, c'est votre mari. Oui, c'est ça. C'est rare, je dis ça, mais je me sens vieille. Je suis comme ça, j'ai jamais dit ça. Un chum vraiment... Non, mon mari. En tout cas, j'ai un chum vraiment exceptionnel qui m'a toujours aidé, soutenu et qui est là et qui est non médecin. Faut-il le préciser. Donc, qui peut, lui, partir s'il y en a un qui fait de la fièvre, tu sais, comme... en plein milieu de la journée, lui, c'était possible. Là. Fait que ça aide. Mais fait que je pense que j'avais le contexte idéal. Fait que ça n'a pas été... j'ai pas eu... ça n'a pas été dramatique de combiner famille et travail, mais c'est quand même... Ça a changé mon choix de carrière, par exemple. Comme quand j'étais résidente, moi, j'étais allée à l'unité de médecine familiale de Verdun faire ma résidence volontairement parce que je m'enlignais vers des soins aigus. Ce que j'aimais, c'était dans ma tête, là. Tu sais, ce que j'aimais quand t'es à votre place ou externe, je veux dire, ce que t'aimes pas, tu l'as pas expérimenté tellement, là, mais je m'alignais vers des soins aigus, ça m'impressionnait. Puis je voulais aller faire de l'urgence, puis des soins intensifs. Puis à Verdun, à l'unité de médecine familiale de Verdun, c'est reconnu pour ça, là. On fait beaucoup de soins aigus. Fait que c'est pour ça que j'avais choisi cette UMF-là. Je faisais des soins intensifs, puis j'aimais ça. Puis j'étais enceinte, là, puis je faisais mes gardes de soins intensifs de 24 heures à l'époque. Et je tripais, là, tu sais, j'aimais vraiment ça. Puis les patrons sur place me disaient, ben, tu sais, si tu veux, on a de la place pour toi. C'était comme done deal que j'allais aller faire des soins intensifs à l'UMF, pas à l'UMF, mais à l'hôpital de Verdun. Puis quand j'ai eu ma petite, là, j'ai eu mon bébé, congé de maternité, je suis retournée comme résidente. Puis là, quand tu retournes comme résidente, tu as toutes sortes de stages différents. Fait que des fois, j'étais en soins intensifs, des fois, j'étais à l'urgence, des fois, j'étais en clinique. Puis là, je remarquais quand je recevais mon horaire, le mois suivant, tu sais, t'as tes gardes d'avenir. Puis là, j'étais comme, ah mon Dieu, là, je verrai pas ma fille. Genre, là, je serai pas là. Je pourrais pas aller la chercher à la garderie toute cette semaine-là. Je pourrais pas, là, cette fois-là, je calculais toutes les fois que je serais pas là, les fins de semaine que je serais pas là. Puis là, j'étais pas bien. J'avais une culpabilité de pas être à bonne place avec ma fille. Fait que là, j'ai comme réorienté. J'étais comme, je vais pas passer ma vie frustrée de mon horaire du mois prochain, là. C'est pas vrai, là. Fait que j'ai fait le choix de mettre une croix là-dessus. En me disant, ben, je vais aller faire du bureau, tu sais. Puis
finalement, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis je veux dire, j'étais très heureuse de ne pas avoir fait ça comme choix par après. Pour moi, là, il y en a qui font ce choix-là. Puis aussi, tout le monde vit ça différemment. Là. Je connais plein de femmes qui ont eu des enfants puis qui font des soins aigus ou qui font de l'urgence puis qui sont bien heureuses comme ça. Là. Mais moi, pour moi, à ce moment-là, ça me parlait plus. Puis, ben, j'ai eu la chance là, de dire, ben, je vais me réorienter. Ben, pas me réorienter, je suis encore résidente, mais je vais choisir d'autres choses. Puis là, je suis restée à l'UMF, mais pour faire du bureau. Puis de la santé des femmes qui est venue par la suite, là. Fait que, c'est ça. Fait que c'est beaucoup de choix quand même, tu sais, quand t'es une femme, si tu décides ou pas d'avoir des enfants, c'est quand même quelque chose d'important. Ou je dis femme, là, ici, là, mais je veux dire, j'inclus là-dedans, j'ai des collègues homosexuels qui ont eu des couples gays qui ont adopté un enfant puis qui ont pris un congé de paternité d'1 an, tu sais, puis c'est la même chose, là, mais des choses typiquement, disons, plus féminines, là, d'arrêter pour s'occuper de ton bébé pendant 1 an, c'est encore majoritairement des femmes qui font ça, là. Fait que c'est quand même... ça a un impact sur ta pratique, là. Tu peux pas dire que ça aura pas d'impact, tu sais. Ouais, non, c'est sûr. Mais ça se combine, les deux, tu sais. Est-ce que, là, vous avez dit finalement, rien n'arrive pour rien, je suis contente dans ma pratique. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque encore à l'urgence, à soins intensifs, ou vous avez réussi à vous, tu sais, comme à se sentir comblé en médecine familiale? Je pense que pour avoir côtoyé plusieurs personnes qui font des soins aigus, c'est très, très impressionnant au début. Tu sais, comme quand tu fais ça au début puis t'as jamais vu ça, t'as l'impression d'être dans ER, là, tu sais, comme si ça a l'air bien magique. Mais c'est pas si long quand tu fais de l'urgence que tu te rends compte que, tu sais, les cas ER-like, là, c'est pas le pain puis le beurre de quand tu fais de l'urgence, hein. Fait que il y a beaucoup de juste diminution d'état général transféré de CHSLD, un gossou qui est amené par des policiers qui se bat. Tu sais, c'est pas tous des cas challengeant, puis genre, tu sais, comme tout le temps. Et même les cas, même challengeant, quand ça fait 17 ans que tu fais ça, une salle à code, ça t'impressionne plus autant que quand tu venais de commencer, là. Puis ça demeure un algorithme, hein, un code. Fait que, tu sais, comme, à un moment donné, quand t'en as fait un puis un autre, là, tu sais, de dire comment c'est fait telle affaire, que quasiment l'infirmière qui est là peut te dire qu'est-ce que tu vas dire le mot d'après, c'est un petit peu moins impressionnant, tu comprends? Fait que... encore une fois, sans rien enlever à l'urgence, là. Moi, ça m'impressionne encore. Puis moi, je suis pas habituée. Puis tu peux t'attendre à tout n'importe quand, c'est sûr. Mais, tu sais, je veux dire, pour l'avoir entendu aussi de collègues qui font ça, tu sais, à un moment donné, ça perd un petit peu de ça, là, tu sais. Tandis qu'en médecine familiale, bien, en suivi, c'est sûr que... oui, il y a plein de choses qui se répètent, mais j'apprends tellement beaucoup de choses tous les jours, là. Tu sais, comme dans le sens où tu t'es jamais spécialiste de rien, hein, quand tu es en médecine familiale, par définition, que, tu sais, il faut toujours se réadapter, tout ça, chaque humain étant tellement différent et chaque situation aussi, que je peux pas dire que ça me manque de pas avoir eu de ça. Je pense que ça a un sens aussi énorme de faire, pour moi, en tout cas, un suivi, puis de suivre, puis de connaître les gens, puis toute la famille, puis, tu sais, tout ça, là. Fait que, non, ça me manque pas. Mais puis si ça m'avait manqué en médecine familiale aussi, tu peux décider de te réorienter, tu sais. Une chose dans justement les soins qui sont femmes que vous trouvez pas arriérés, mais exemple un pap test à froid. Mm-hmm. Puis il n'y a pas d'avancée versus des fois pour des tests sur les hommes, il y a déjà des plus grosses avancées pour qu'il y ait moins de douleur. Clairement. T'sais, on dit souvent, si c'était les hommes qui faisaient la contraception, ça fait longtemps qu'on aurait trouvé quelque chose de plus magique. Ouais. Bon, je sais pas, là, je veux pas faire de grands débats ici, mais effectivement, juste la contraception, ça en est un exemple majeur. Comment on a été des années entre les premières pilules contraceptives qui sont apparues dans les années 50, là, puis où c'était illégal. T'sais, on oublie ça, là, mais c'était illégal ici, là, au Québec, de prescrire de la contraception. Si on recule dans ces années-là, là est apparu les premières pilules avec des doses d'estrogène épouvantables. C'était
vraiment comme très ça donnait beaucoup d'effets secondaires. Ça, c'était pour plaire au clergé et faire en sorte que au moins tu faisais semblant d'avoir des menstruations normales. Là. Si tu l'apprenais, c'était déjà mal, mais au moins on va mimer un cycle menstruel normal, d'où le seul intérêt d'avoir des contraceptions qui sont de type 21 jours de contraceptif avec 7 jours de placebo, puis tu vas avoir encore tes belles petites menstruations une fois par mois. Ça vient de là. Fait que tout ça, après ça, on a été à peu près 40 ans avec aucune autre avenue que la pilule contraceptive en contraception. Là, est arrivé des pilules quand même moins estrogénisées, là, fait que donc plus tolérables, plus acceptables. Mais tu sais, avant qu'apparaisse le Depo-Provera, je pense, je vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est début des années 90 que c'est apparu sur le marché, là, tu sais, le Depo-Provera. Avant ça, il y avait rien de... Puis le Depo-Provera, on s'entend, c'est comme entre les longues actions puis les courtes actions, là, mais c'était un petit peu plus efficace parce que tu n'avais pas à y penser tous les jours. Il n'y avait rien. Puis après ça, est apparu des stérilets avant les années 90, mais des stérilets de cuivre. Les anciens stérilets, là, ils étaient vraiment là, comme... vous verrez des images de le Dalton Shield, là, qui a comme eu très mauvaise presse, et avec raison. Là. Il y a des femmes qui en sont décédées, d'ailleurs, là, puis qui faisaient des infections utérines épouvantables, puis tout ça. Là, fait le stérilet était dans la tête des femmes, c'était comme... Tu vas devenir infertile, puis tu vas te faire... tu vas avoir des douleurs pelviennes, puis tu vas être... tu risques d'avoir des infections, puis il y a déjà eu 1 ou 2 morts. Tu sais, des affaires de même. Fait que le monde ne voulait pas vraiment des stérilets. Avant qu'apparaissent sur le marché des stérilets intéressants, puis qu'on réussisse à changer l'opinion publique aussi, parce qu'à cause des affaires comme ça, il y avait une opinion publique très mauvaise contre les stérilets. On est rendu dans les années 2000, là. Ça fait pas longtemps, là. Tu sais, quand on recule historiquement, là, qu'il y a de nouvelles options en contraception. Puis là, je vous parle à l'année 2000 pile, je pense, est apparu le Mirena, qui était le premier stérilet hormonal disponible ici. Puis, tu sais, qui est de loin parmi les meilleures options contraceptives encore aujourd'hui, dans le sens où, en termes d'efficacité, mais de tolérance aussi, qui diminue les douleurs, diminue les saignements, l'abondance des saignements. Tu sais, c'est pas juste une contraception, c'est un traitement de plusieurs pathologies en gynécologie. Mais on parle il y a 26 ans, là, que c'est apparu, c'est tout petit, là, dans l'histoire de l'humanité, vous imaginez? Mais pendant toutes ces années-là, les femmes ont eu des problèmes sans traitement, sans rien. Puis même moi, quand j'étais sur les bancs d'école, là, 80... oui, ça, je suis arrivée en 2000, là, mettons, à l'université, là, dans mes cours théoriques, on me disait qu'un stérilet, il fallait mettre ça juste à une femme qui était en couple stable, pour ne pas dire mariée, là, parce qu'on disait que les femmes, si on leur mettait des stérilets puis qu'il y avait plusieurs partenaires, ils allaient avoir des infections transmises sexuellement puis devenir infertiles. OK? Parce que les fils de stérilet étaient comme vus comme des ascenseurs à chlamydia, là, si tu veux. Okay. Fait que si tu attrapes une chlamydia, elle va monter dans ton utérus, attaquer tes trompes et tu vas devenir infertile. Mais ça, c'est basé sur justement le Dalton Shield, là, des vieux stérilets qui faisaient ça pour vrai. Mais les nouveaux stérilets font plus ça. Mais moi, je me suis fait dire ça par des médecins patrons. Tu sais, avant que la mentalité change, avant, tu sais, de dire, ben là, es-tu mariée? Tu sais, parce que moi, j'y prescrirais pas un stérilet si elle va coucher à droite puis à gauche, là. Fait qu'on privait les femmes d'une contraception bonne, mais basée sur de faux arguments qui étaient plus vrais nécessairement. Tu comprends? C'est long avant qu'une nouvelle connaissance en médecine là, se rende à tous les médecins puis que tout le monde soit à l'aise. Fait que déconstruire des mythes, il y a eu beaucoup de mythes en contraception qui ont privé beaucoup de femmes d'un traitement beaucoup meilleur que ce qu'elles avaient. Puis qu'est-ce qui arrive en contraception quand tu n'as pas accès à un bon choix? Ben, soit tu le prends pas parce que c'est intolérable pour toi, soit tu prends rien, soit tu le prends mais c'est pas un bon choix puis il est pas très efficace, fait que tu tombes enceinte sans le vouloir. Et là, qu'est-ce qui arrive? Ben, ce que tu souhaites, tu vas finir par te faire avorter. Et ça, tu gardes ça dans ton dossier médical et dans tes antécédents forever. Tu sais, quand on questionne une femme, on lui demande toujours combien de grossesses vous avez eu, combien d'avortements. T'sais, combien d'accouchements, combien d'avortements, le GPA là, qu'on questionne chez les femmes. Puis ça, ben, ça reste dans ton dossier pour toujours, alors que je dis toujours aux résidents pour les sensibiliser, je suis comme, tu ne demanderas jamais à un homme combien tu as mis de femmes enceintes, toi, sans le vouloir dans ta vie. On ne demande pas ça à un garçon, tu comprends? Mais une femme va toujours devoir dire, ben j'ai eu 2 avortements. Tu sais, ils disent pas fort, puis c'est comme, non, c'était des avortements.
C'est tout le temps. Quand tu demandes à une femme combien vous avez eu de grossesse, ils vont te dire combien ils ont eu de bébés la plupart du temps. Ils vont te dire 3. Puis, OK. Puis, avez-vous eu des fausses couches ou des avortements? Ah oui, j'ai eu 2 avortements. Ils baissent le ton, ils sont comme, tu sais, puis encore là, beaucoup de femmes vivent un avortement sans impact majeur sur leur santé mentale. Là. On est quand même dans une société, heureusement, encore libérée et acceptante. Et la plupart des femmes, donc, le vivent bien, mais il y en a là, qui le vivent vraiment pas bien, tu sais. Fait que si on peut éviter ça, je trouve que c'est un de nos devoirs principaux en médecine. Donc, pour pouvoir l'éviter, il faut bien que tu maîtrises la contraception, que tu en comprennes les réels effets, les réelles contre-indications, que tu n'en inventes pas pour empêcher certaines femmes d'avoir accès à certaines contraceptions. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de billets et de mythes à rétablir pour que toutes les femmes aient accès juste à une contraception. Puis aujourd'hui, c'est quoi les mythes que vous rencontrez le plus en clinique? Il y a beaucoup de mythes comme, par exemple, qu'un stérilet, tu peux pas mettre ça avant d'avoir eu des enfants. Ça, je pense, oui, il y a eu une étude là, qui montrait, une étude relativement récente, là, mettons dans les années 2010 et plus, là, OK? Il avait questionné des gynécologues et des médecins de famille, puis là, c'est juste le chiffre que je me rappelle plus, je veux pas dire n'importe quel chiffre, mais c'était épeurant, là, du genre 53% des médecins de famille pensent que tu ne peux pas avoir un stérilet si tu n'as jamais eu d'enfant, et quelque chose comme 36% des gynécologues, là. OK. OK? Puis là, ou ne serait pas à l'aise à prescrire un stérilet là, à une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Alors que et la SOGC et les sociétés canadiennes de pédiatrie ont émis des énoncés de position très clairs qu'un stérilet et implant contraceptif devraient être parmi les premiers choix contraceptifs qu'on offre à une femme qui ne désire pas d'enfant dès ses premières règles quand elle est active sexuellement, peu importe son âge. Donc, à une adolescente, là. OK? C'est clair. Mais il persiste des mythes comme ça. Fait que ça, c'en est un. Des mythes d'effets secondaires de la pilule. Genre, la pilule, ça fait grossir. Il y a des médecins qui pensent ça, tu sais, comme vraiment. Parce que je parle des mythes aussi qui sont aussi véhiculés par les médecins, parce que, bon, les patientes, c'est notre rôle de les rééduquer, mais les patientes croient ça aussi. Quoi d'autre? Avec la pilule contraceptive, là, il y en a plusieurs. Le dépôt Provera, que ça donne de l'ostéoporose, mettons, donc ça fait diminuer la densité osseuse, ce qui n'est pas faux, mais ça diminue la densité osseuse au même titre que être enceinte. Pendant que tu es enceinte, ta densité osseuse va un petit peu diminuer. Et dès que tu vas avoir accouché, tu vas retrouver ta densité osseuse avant. Là, ça revient, c'est réversible. Un dépôt Provera, c'est pareil, c'est réversible. Et oui, ça diminue sur ton ostéodensitométrie ta densité osseuse, mais ça n'a pas d'impact clinique. Tu fais pas plus de fractures. Fait qu'on s'en fout, là. Tu comprends? Mais moi, j'ai des patients qui m'ont dit, moi, j'étais super bien avec le dépôt Provera, mais quand j'ai eu 35 ans, mon médecin a décidé qu'il ne m'en prescrivait plus parce que ça avait des chances de me donner de l'ostéoporose. C'est basé sur rien. Tu sais, on est des exemples. Aussi, il y a des médecins qui disaient que, mettons que tu commences la pilule, mais là, à un moment donné, dans 5-6 ans, il faudrait changer de pilule parce qu'ils deviennent moins efficaces ou va falloir changer altogether ton mode de contraception parce que là, ça va plus être efficace. Ça va plus être efficace. Ça, c'est un mythe qui est pas du tout réel. L'autre chose que j'entends souvent, c'est ça fait trop longtemps que tu prends la pilule, ça pourrait te rendre infertile. Comme là, par exemple, tu sais, là, ça doit pas être bon, ça fait 12 ans que je prends la pilule. C'est pas grave du tout, tu sais. Fait que ça se oui. faire saigner aussi, là, comme vous avez dit, c'est-tu, tu sais... L'aménorrhée, dans le sens de obliger à prendre à chaque mois. Tu sais, à chaque 3-4 mois, je veux faire que je suis dans ma semaine pour être sûre que tout va bien. Tu sais, moi encore, qu'il y ait des filles qui se disent ça, fine, je vais leur apprendre que c'est pas vrai. Moi, là où les bras me tombent, c'est quand ils me disent, mon médecin m'a dit que j'étais obligée de l'arrêter au maximum une boîte sur 3, là, tu sais, fait qu'au 3 mois, me faire saigner parce que sinon, c'est pas bon. Là, je suis comme, c'est ton médecin qui t'a dit ça? Là, je suis comme, c'est qui? Je vais l'appeler. C'est comme, non, mais t'es comme, OK, tu sais, dans le sens que je suis très ouverte à entendre n'importe quelle croyance qui vient de la population, mais quand ça vient d'un professionnel de la santé, encore aujourd'hui en 2026, et toutes les années, j'entends ça quelques fois. Là. Tu comprends? Je dirais pas chaque semaine, là, mais je dis c'est régulier que j'entends des choses comme ça. T'sais.
Ouais. Parce que non, c'est pas dangereux de prendre la pilule en continu. C'est juste, des fois, ça marche pas. C'est autre chose. C'est pas marche pas dans le sens où tu vas tomber enceinte, mais dans le sens où tu vas te mettre à saigner un peu n'importe quand. C'est pas toutes les femmes chez qui qui ont la chance de pouvoir avoir une aménorrhée de plusieurs mois en prenant la pilule en continu. Mais si tu as la chance d'avoir une aménorrhée de plusieurs mois, go, girl, puis continue, tu sais. Fait que ça, l'autre erreur que je vois le plus, une des choses que je vois le plus souvent aussi, c'est des médecins qui ne font que prescrire la pilule. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Parce que, la pilule, tout le monde connaît ça. La pilule, c'est facile à prescrire. J'ai pas besoin de te trouver un rendez-vous pour te faire mettre après ou je sais pas quoi. La patiente est contente. Souvent, c'est docteur content, mais patient content. Mais patiente contente, mais faussement contente. Elle est contente juste parce qu'elle connaît pas d'autre chose. Fait que, tu sais, si t'assis une madame, ben, si tu fais un vox pop dans la rue, là, puis tu dis, nommez-moi une méthode de contraception, c'est la pilule qui va sortir en premier, là. Hein? Ça sera pas le nouvel implant Nexplanon. Comme la plupart du monde vont dire la pilule, ça te sort de ça. Fait que quand tu assis une jeune devant toi et tu lui demandes ben tu viens pour de la contraception, qu'est-ce que tu voudrais avoir? Il y a bien des chances qu'elle va dire la pilule. T'sais. Et c'est ton rôle à toi de dire OK, mais à quel point c'est ça que tu veux? Fait que, est-ce que tu sais c'est quoi l'efficacité de ça? Puis que moi, une des premières questions, c'est juste à quel point pour toi c'est important de ne pas tomber enceinte? C'est vraiment important parce que là, dans ma vie, là, si je tombe enceinte, là, je serais vraiment comme catastrophée. Puis moi, avoir un avortement, je suis pas bien que ça. Puis en même temps, je suis vraiment pas dans une place dans ma vie où je voudrais tomber enceinte. OK, donc c'est très important que tu tombes pas enceinte. Bien, laisse-moi te présenter les méthodes les plus efficaces d'abord. Pas grands autres domaines en médecine où on accepte ouvertement que des médecins prescrivent une option moins efficace qu'une autre sans avoir même proposé l'option la plus efficace. Je fais toujours ce parallèle-là aux résidents quand ils me disent « Ben là, la patiente a voulu la pilule, fait que j'ai prescrit la pilule. » Je suis comme « Là, ce que tu viens de me dire, c'est comme si tu me disais « Ben le patient, il est diabétique, fait que j'y ai prescrit du Diabéta, tu sais, comme un médicament qu'on prescrit jamais en première ligne. » Parce qu'il est vraiment moins efficace puis qu'il y a plus d'effets secondaires au lieu du médicament qu'on devrait tous partir quand on parle de la... Tu sais, si un résident me disait ça, je dirais « Oh, on va revoir tes connaissances en diabète, là. Hein? T'as pas choisi la bonne molécule. » Puis je mettrais qui est inférieur aux attentes, là. Tu comprends? Pour le niveau attendu. Alors qu'un résident qui me dit genre « Ben la patiente a voulu la pilule, j'ai prescrit la pilule. » On est comme « T'es fin, bravo. » OK, c'est tout, tu sais. Mais c'est comme « Tu as-tu parlé du stérilet? Non. Tu as-tu parlé des implants? Non. » Bien, tu devrais, parce que c'est vraiment plus efficace et mieux toléré par la plupart des femmes. C'est comme si en santé des femmes, on accepte ça. Tu comprends? Puis est-ce que peut-être ça vient aussi d'une part que les résidents et les médecins n'ont pas toute l'information ou ne prennent pas non plus le temps. Ça doit être quand même stressant. Je me mets, mettons, à la place d'un résident qui ne l'a pas appris dans ses cours. Vraiment, qu'est-ce qui est le plus? Ben là, après ça, je suis qui, moi, pour aller éduquer la patiente sur ses choix? Puis là, c'est sûr, je te donne l'exemple du résident parce que c'est les seuls sur qui j'ai encore une emprise. Tu comprends? Dans le sens que... fait que c'est pour ça que je te parle du résident parce que le médecin en pratique, il vient pas reviser avec moi pour me dire qu'il a presque la pilule. Mais le résident, je trouve pas ça anormal à son niveau, là. Tu comprends? Ça dépend de rendu où, là. Si t'es R1 qui vient de commencer versus tu finis le mois prochain, tu sais, puis ça fait 32 cliniques de santé des femmes que tu fais avec moi, puis la pilule est encore ton premier choix, il y a quelque chose, il y a un message qui n'est pas passé. Mais je te parle, tu sais, toute proportion gardée de niveau, là, un médecin en pratique qui ferait ça, tu sais, c'est pas de la bonne pratique. Mais objectivement, il n'y a personne qui va aller dire que c'est pas de la bonne pratique, mais c'est notre rôle à nous là, d'éduquer puis de dire aux patientes, mais il y a des meilleures options. Puis après, est-ce que je prescris la pilule? Moi, oui, ça m'arrive de prescrire la pilule. Si c'est ça qu'elle veut puis que c'est la meilleure option, je suis la première à aller avec ça. Tu sais, comme si c'est vraiment ça qu'elle veut. Mais je veux être sûre qu'elle est outillée puis qu'elle connaît les autres options, tu sais. Comment vous abordez la santé mentale avec des patients ou patientes? Okay. En général, ben, tu sais, écoute, comment on l'aborde? C'est sûr que tu t'imagines bien qu'il y a 100 000 possibilités de réponse, dépendamment des cas. Hein? Souvent, elle s'aborde d'elle-même, je dirais. Elle est en avant-plan. Tu sais, c'est omniprésent, la santé mentale. Hein? Puis je pense que dans presque toutes les évaluations, à part dans des situations d'urgence, life-threatening, ça fait partie, soit si c'est pas de l'impact de la maladie qu'il a sur sa vie que tu vas aller questionner, ou des fois c'est la cause de la maladie, la santé mentale, tu t'en sors pas, tu sais, dans le sens, ça fait partie d'une évaluation diligente et complète de beaucoup de problèmes de santé. Et
beaucoup de gens ont minimalement un petit problème de santé mentale, là, sans avoir des pathologies ou n'importe quoi, mais on a tous eu des moments difficiles et des moments où les émotions entrent en jeu dans quelque chose. Fait que, tu sais, c'est omniprésent, bref, dans la pratique. Ça doit être quand même difficile après ça, avec le temps que vous avez par rencontre, C'est ça qui est difficile. de laisser partir la personne puis de se dire... La gestion du temps, là, en bureau surtout, je dirais. Je dis surtout parce que, mettons, à l'urgence, les patients, en général, s'attendent à... pas tous, là, hein, il y a toutes sortes de patients, puis il y en a qui ont vraiment l'air de ne pas avoir compris qu'ils ne sont pas tout seuls à attendre aujourd'hui à l'urgence. Mais en général, je veux dire, les patients se comprennent là, qu'à l'urgence, le médecin ne va pas leur poser des questions sur comment était leur enfance. Là. Ça va, là, tu sais. Mais dans un cadre de bureau, de suivi, sur rendez-vous, beaucoup de patients s'installent dans ton bureau comme s'ils s'installaient pour comme... pas la vie, là, mais la matinée, je dirais. Puis comme on va jaser, là, tu comprends? Puis on va régler mes problèmes. Puis ils en ont beaucoup à dire. Ils n'ont pas d'espace pour le dire. On est le seul système complètement couvert par la RAMQ où ils peuvent parler de leurs problèmes de santé mentale, hein, parce que vous savez que les psychologues, sauf exception, c'est pas couvert par le régime d'assurance maladie, sauf si t'as attendu 1 an puis que t'es très malade dans un CLSC près de chez vous. À un moment donné, tu vas peut-être voir un travailleur social ou peut-être un psychologue que tu vas avoir droit à 3 séances. Mais, tu sais, sinon, on s'entend, là, c'est, pour ainsi dire, pas couvert. Fait que c'est à nous qui en parle. Mm-hmm. Mais, tu sais, comment on fait quand on n'est pas... Parce que, tu sais, un psychologue, c'est outillé, là, tu sais, ils savent comment aborder ces enjeux-là, mais est-ce que, comme vous avez appris sur le tas? C'est sûr que, mettons, je me sentais... Oui, j'ai appris sur le tas. Okay. On va se le dire, c'est comme ça qu'on apprend en médecine beaucoup de choses. Ouais. En première ligne, en tout cas, beaucoup de choses. On l'apprend comme ça sur le tas. Je pense, par exemple, qu'on est quand même, tu sais, tous, en général, de par notre formation et parce qu'on sait de l'être humain et tout ça, on est mieux placé que monsieur, madame, tout le monde. Là. Même si on n'est pas psychologue, je veux dire, je me sens pas non plus complètement au dépourvu, tu sais, quand j'accueille de la souffrance puis que j'accueille de la peine. Là où je me sentirais pas à ma place, tu sais, je veux dire, je pourrais pas te faire une thérapie de un TOC, mettons, tu sais, un trouble obsessionnel compulsif ou un trouble panique là, qui a besoin d'exposition, tu sais, des thérapies plus pointu, je connais pas ça, là, ou un trouble alimentaire franc, qui aurait besoin d'une thérapie spécialisée, là, je peux pas faire ça, tu sais. Mais le pain puis le beurre, c'est pas ça non plus, ou des psychotiques ou autre chose, tu sais, là, je vais m'occuper plus pharmacologiquement, OK, mais je pourrais pas y faire sa thérapie, là. Mais le pain puis le beurre, c'est plus de la dépression, de l'anxiété. Mm-hmm. Souvent, même sans vrai diagnostic, les gens, le monde, la société, ils cherchent beaucoup des noms, des étiquettes, des diagnostics, là. Mais il y a bien du monde qui n'ont pas nécessairement un diagnostic, mais qui sont juste comme... qui souffrent, qui ont une forme X d'anxiété, des aléas de la vie. Les gens viennent te voir avec juste comme un problème dans leur vie ou des problèmes, parce qu'ils viennent rarement seuls. Fait que, tu sais, des problèmes, puis toi, tu les écoutes, puis tu essaies de les outiller, puis de leur donner des conseils de base, là, parce que la psychoéducation est souvent très déficiente dans la société. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on a un rôle, même si on n'est pas psychologue, tu sais, dans le sens où moi j'ai une clientèle vulnérable en général, puis vulnérable incluant de la pauvreté dans tout ce que ça implique, la pauvreté, là. Donc, des gens qui n'ont pas été éduqués beaucoup quand ils étaient jeunes sur la gestion de leurs propres émotions, sur la priorisation, sur la santé en général, là, l'importance du sommeil, tu sais, l'importance de l'activité physique, tu sais, des affaires de base. Fait que, donc, on a un grand rôle, juste ne serait-ce qu'avec les affaires de base, là, dépendamment, tu sais, de ta clientèle. C'est sûr que si je travaillais dans un milieu aisé, dans une banlieue cossue, avec juste des patients, tu sais, peut-être que là, ça serait différent, puis il y aurait des psychologues, ce monde-là. Mais moi, mes patients qui n'ont pas de psychologue, là, puis que je mets en arrêt de travail, puis que j'arrête pas de revoir, moi, je m'intéresse réellement à l'humain, tu sais, j'aime ça. Ils me racontent leurs histoires, puis j'aime encore ça après 20 ans, tu sais, tu comprends, j'écoute, puis je suis comme flabbergastée des histoires. Tu sais, on est chanceux, tu comprends, tu as accès
à des affaires, des histoires de vie incroyables. Puis moi, je connais leur famille, je connais tout derrière. Tu sais, je pourrais vous entretenir 4 jours juste sur ma clientèle, là, si je voulais, sur comme la richesse de tout ce que j'apprends d'humain qui est à 1000 lieues de distance de ma vie à moi et pourtant qui est sur la même île que moi à Montréal, là, tu comprends? Puis que tu apprends des comme « Oh my God, elle a fait ça, puis lui, son chum, il a fait ça, puis elle, tu sais, c'est malade mental. » Fait que on apprend de ça, là. Fait que, tu sais, imaginez quand ça fait 10 ans, 20 ans que tu fais ça, puis tu te fais compter des histoires de vie, des stress, des ci, des ça, mais tu deviens quand même outillé, là, à un peu les aider, les orienter, puis tout ça. Puis, en termes de gestion de temps, c'est là, moi, mon problème. Parce que je pourrais passer tout le matin à essayer de trouver des solutions avec un de mes patients, mais je ne servirais pas la population, tu comprends? Puis je pense aussi, pour revenir au thème un peu de femmes qu'on abordait tantôt, là, j'ai l'air d'une féministe finie, là, après-midi. C'est bien correct. Mais c'est parfait. Pourtant, je me décrirais pas comme ça, mais je réalise dans mes propos. J'allais dire... Tu sais, je vous disais, le patient qui s'assoit puis que tu as l'impression qu'il pense qu'il y a toute la journée devant lui, là. Mais je pense que quand tu es une femme médecin, le patient pense encore plus ça. Puis ça, je suis pas mal sûre que j'ai raison. Tu comprends? Comme... je pense que j'ai accès, puis je veux pas généraliser, là, je dirais, oui, je veux même préciser tout de suite, là, je dis pas quand t'es une femme médecin. Quand t'es un médecin qui a une attitude, on va dire, plutôt un type de pratique plus féminine, OK? Parce que j'ai des collègues hommes qui ont tout à fait le même type de pratique que moi, là, puis c'est pas parce que t'es un homme que ça fait pas ça, que ça paraît qu'ils sont chaleureux à l'écoute, qu'ils prennent leur temps, puis je suis sûre que leurs patients leur disent la même affaire qu'à moi, OK? Mais, puis j'ai des collègues femmes qui peuvent, en contrepartie, avoir une attitude plus masculine dans leur approche, tu sais, puis qui vont peut-être se faire dire moins d'affaires. Tu sais, tu le feels, là, comme patient, à moins d'avoir un trouble de personnalité ou d'autisme, là. Tu le feels, en général, que, genre, la personne est, non, pas réceptive, tu comprends? Ou c'est vrai? Ou est réceptive un peu, tu comprends? Fait que, et moi, je pense que j'émane quelque chose qui dit je suis réceptive parce que les gens me donnent beaucoup d'informations. Beaucoup trop. Un peu trop. Oui, tu sais. Mais tu sais, ça, c'est un type de pratique que j'appellerais plus féminine. D'ailleurs, tu sais, il y a eu des études qui montraient, si tu demandes à des personnes, voudriez-vous un médecin de famille, homme ou femme? Hommes et femmes vont répondre femmes dans une grande majorité. Hein? Tu sais, on a ancré en nous cette attitude maternelle, tu sais, la femme va mieux prendre soin de moi. Hein? C'est encore ancré dans nos trucs parce que je pense que c'est vrai. Puis encore une fois, je veux dire qu'il y a des hommes qui ont cette pratique-là aussi. Mais je pense qu'on fait une médecine de qualité en tant que femme, mais on se le cachera pas. Puis ça, c'est vrai aussi, c'est documenté. On voit moins de patients. Je suis moins efficace. OK? Mais suis-je moins efficiente? Pas sûr. Dans le sens que j'en vois moins dans la journée, mais peut-être qu'ils consultent moins ailleurs, par exemple. Ouais. Parce que moi, je vois beaucoup de patients sans rendez-vous qui ont des médecins de famille sur papier, mais que leur médecin de famille les a jamais écoutés et leur a fait dire c'est juste un problème aujourd'hui, tu sais, comme des affaires comme ça. Puis là, c'est moi, la femme, qui vient récupérer ça. Après ça, sans rendez-vous, puis moi qui care, puis qui va me le prendre sous mon aile, puis le rappeler, puis faire toutes les... Tu sais, bon. Puis je pense que dans un monde idéal, on aurait une pratique, le modèle mixte entre le secret des hommes et des femmes, là, je pense qu'il existerait un monde meilleur, dans le sens que je suis pas en train de dire que les femmes sont que meilleures, là. Hein? Tu sais, j'aimerais des fois être plus masculine dans mon approche, tu sais. C'est vrai que ça peut être plus long. Puis je pense que c'est positif en grande partie. On écoute plus, puis je pense qu'on peut peut-être arriver à de meilleurs résultats. D'ailleurs, des études qui montrent que les patients suivis par des femmes, mettons, ils ont eu souvent plus de dépistage, plus de prévention. Ils évoluent, leur maladie chronique évolue mieux. Il y a de la documentation là-dessus, mais est-ce qu'on peut se payer ça comme société, nous, maintenant, par exemple? Comme on n'a pas des médecins assez pour tout le monde. Puis c'est important, ça aussi, tu sais. Comprendre une responsabilité sociale au-delà de juste l'individu que tu as devant toi. Fait que ça, c'est le genre de questions que je me pose des fois, parce que je me dis, ouais, je pourrais super bien traiter le patient qui est devant moi, là. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Mais j'ai aussi la responsabilité d'en traiter d'autres, tu comprends? Puis là, trouver le juste milieu, c'est ça, des fois, je trouve difficile. À l'école, on nous enseigne beaucoup comment traiter la personne devant toi, mais après, tout vogue de c'est où que tu t'arrêtes dans la demande
pour la personne en tant que telle, mais aussi pour le social. C'est ça. C'est vraiment... Il n'y a pas de recette magique. Ça, il n'y a pas de recette, puis il n'y a pas de cours magique non plus pour apprendre ça. Hein. Puis c'est très difficile. Si on voulait, tu sais, quand tu es un peu toc puis que tu voudrais bien faire toutes les choses, là, je parle pas de moi, là, mais comme, mettons, un autre docteur qui voudrait bien faire toutes les choses, ça se fait presque pas. Hein? Ben, un peu au même titre que plein de choses dans la vie, là. Tu sais, si on appliquait, vous et moi, à la lettre, là, ce qui est recommandé pour être une personne saine, ça rentre pas dans 24 heures. Ça rentre juste pas. Physiquement, là, c'est impossible que ça rentre. Tu comprends? Ouais, dans ta vie, où ce que tu vas aussi à l'école, où tu enseignes, où tu as des enfants, puis que, tu sais, faudrait que tu passes du temps de qualité one-on-one avec chacun de tes enfants 2 fois par semaine, puis qu'ils soient pas sur les écrans, puis que toi, tu fasses de l'activité physique, puis que tu dormes de 8 à 9 heures, puis que ça rentre pas. Ça rentre pas. Tu comprends? Bien, les mêmes choses est vrai avec les suivis en médecine familiale. Ce que je devrais faire avec un patient, ça ne rentre pas dans un suivi de 30 minutes. C'est impossible. OK? Fait qu'il faut savoir où couper. C'est là le jugement clinique. Hein? Puis c'est là que des fois, ça peut blesser comme médecin parce que t'es comme, je le sais, j'ai tous les outils qu'il faut pour savoir qu'est-ce que je devrais faire. Puis moi, j'ai l'impression aussi, même plus je vieillis en médecine, plus mes connaissances sont grandes. Plus, mettons, je donne des cours, moi, je monte des cours, là. Fait que là, je monte un cours sur la MPOC ces temps-ci, là, OK? Fait que là, je fais un cours sur la MPOC, là. Hey, là, j'en sais des affaires, c'est MPOC que je savais même plus, là, tu sais, comme d'utiliser tel questionnaire, puis telle affaire. Puis là, je suis comme, wow! Puis là, j'enseigne ça aux résidents. Mais j'arrive dans mon bureau, pas le temps de faire ça, moi, ce questionnaire-là, parce que le MPOC est un petit sujet parmi les 26 autres sujets qu'il faut que j'aborde avec mon patient aujourd'hui. Là, je suis pas pneumologue, là, il vient pas me voir pour sa MPOC seulement aujourd'hui, tu sais, tu comprends? Fait que, pas le temps d'appliquer tout ça. Mais tu sais que ça existe, mais t'as pas le temps de l'appliquer. C'est comme gossant. Tu sais, tu comprends? Fait que, ou d'y faire l'enseignement. Même ça, faire de l'enseignement. Mais là, t'es comme, non, mais je veux qu'il comprenne, je veux l'outiller, mon patient, mais pas le temps. Tu sais, tu comprends? Fait que c'est déchirant. Mais c'est la réalité de la vie, comme je disais, comme dans notre vie à nous-mêmes, là, où est-ce qu'on peut pas tout faire tout parfait, tu sais. Fait qu'il faut pas non plus en faire des boutons, puis ça pas endormir de la nuit. Mais non, on pourra pas tout faire parfait comme vous avez appris à l'école. Non. C'est la vie. C'est déjà fini. Ben voyons donc. Je te le dis. C'est choquant. C'est pas choquant. Ouais, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je pense que ça va être nécessaire, une autre rencontre. On n'a pas le choix, On n'a pas le choix, on a trop de sujets. Un rappel avec la nouvelle saveur, c'est ça. Ouais. Et merci beaucoup, Dr. Larocque, d'être venu. Vraiment. Merci beaucoup de l'invitation. Merci d'avoir pris le temps, c'est vraiment important. cool de faire ça. Merci. Je vous trouve vraiment très hot. Ouais, Merci beaucoup. Bravo.